Salut et bienvenue dans l'émission qui se balade. Vivre à, c'est son nom. Montréal, Amsterdam, New York, Singapour, Miami, Rio de Janeiro, Melbourne, Dubaï, Berlin, Londres, Sydney. Il y a plein de destinations disponibles déjà sur notre site web françaisdanslemonde.fr, rubrique Vivre à, vous avez deviné. Et cette semaine, nous sommes en Espagne, à Madrid. Alors si c'est une destination que vous envisagez, franchement, vous tombez très bien. Parce que notre guide du jour, Circe de Lille, va tout vous dire sur Madrid, avec un gros focus sur l'emploi et l'entrepreneuriat. À ne pas louper, même chose pour Artus et son tour de Madrid en 2 minutes. Et pareil aussi avec la présidente de Madrid Accueil, l'antenne locale de la FIAF, notre partenaire, Karine Gauthier. Madrid est une ville recherchée et la meilleure façon d'y être bien préparé, c'est d'avoir les bonnes infos. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de vous donner dans cet épisode. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffry sur la radio des Français dans le monde. Bonjour Circe et bienvenue. Bonjour Olivier. Tu es en direct de Madrid et tu vas rester avec nous pendant une grosse demi-heure pour nous parler de ta ville, de tes coups de cœur, de la vie sur place, de la culture madrilène et espagnole un peu et de plein d'autres choses encore. Mais d'abord, évidemment, on voudrait en savoir un peu plus sur toi. D'où viens-tu? Que fais-tu, Circe? Alors moi je viens de Lille. Okay. Tout simplement. J'ai été envoyée en 2017 en Espagne pour développer la stratégie RH de mon entreprise. Pourquoi l'Espagne? Parce qu'en fait, j'avais fait un Erasmus quelques années avant qui m'avait fait tomber littéralement amoureuse du pays. Donc ça fait 7 ans que tu es sur place. Ça fait 7 ans effectivement que je suis sur place et pour le coup, je suis une femme expatriée puisque j'ai ramené moi dans mes valises ma fille et le père de ma fille. Et j'ai posé mon stylo un vendredi à Lille sur mon bureau et je l'ai repris le lundi suivant à Madrid et j'ai enchaîné comme ça pendant quelques années. Wow, très bien. Et tu as un passé d'expatrié ou c'est ta première expérience à l'étranger, l'Espagne? Alors, en tant que telle, oui, mais depuis mes 18 ans, j'ai eu l'habitude de vivre à l'étranger. Le bac en poche, je suis partie en Angleterre pour être fille au pair. J'ai intégré une école de commerce internationale qui m'a permis de faire quelques stages en Allemagne, dans différentes villes d'Espagne aussi. J'ai très vite pris goût finalement aux expériences internationales. Une question que je pose souvent à la fin, et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais la poser au début. Je te demande de résumer Madrid en 2 ou 3 mots maximum, qu'est-ce qui te vient à l'esprit tout de suite? Qualité de vie, terrasse pour la socialisation et c'est tout. J'ai envie de dire, ce sont les 2 premières choses qui me viennent à l'esprit. C'est déjà pas mal et ça donne envie. Alors j'espère que tout le monde est prêt parce que la visite va bientôt commencer avec Circe. Le temps d'écouter le rappel de ce qu'il faut savoir sur Madrid en 3 minutes avec les infos d'Artus. Les infos d'Artus. Vivre à. Salut, c'est Artus. Voici le résumé des informations à connaître sur Madrid. Madrid, capitale de l'Espagne, est située au cœur du pays. Avec une population d'environ 3,3 millions d'habitants, Madrid est la 3e plus grande ville d'Europe, après Londres et Berlin. Madrid est le centre politique, économique et culturel de l'Espagne, abritant le siège du gouvernement, des institutions nationales et des entreprises internationales. La ville est réputée pour son riche patrimoine culturel, avec des musées de renommée mondiale tels que le musée du Prado, le centre d'art Reina Sofia et le musée Thyssen-Bornemisza, qui abrite des œuvres d'art majeures de maîtres espagnols et internationaux. Madrid est également connu pour son architecture impressionnante, allant des monuments historiques comme le Palais Royal et la Plaza Mayor, aux bâtiments modernes tels que les gratte-ciel de la Puerta de Europa et la Torre Cristal. La vie nocturne de Madrid est légendaire, avec d'innombrables bars à tapas, clubs de flamenco et discothèques animées qui restent ouverts jusqu'aux petites heures du matin. La cuisine madrilène est une véritable expérience en soi, avec des plats emblématiques tels que la paella, les tapas, le cocido madrileño, un ragoût traditionnel, et les churros au chocolat chaud. Madrid célèbre également de nombreuses fêtes et événements tout au long de l'année, y compris les fêtes de San Isidro en mai, la Semana Santa, Semaine Sainte, et les célèbres ferias de la région. Dernière info, Madrid offre d'excellentes connexions de transport avec un système de métro étendu, des lignes de bus efficaces et l'un des principaux aéroports d'Europe, l'aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Voilà, vous savez presque tout. Bonne balade madrilène et à bientôt.
Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Bien, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Et si on se baladait un peu dans les rues de Madrid, Circe, pour visiter les essentiels bien sûr, mais aussi pour découvrir pourquoi pas tes coups de cœur ou des bonnes adresses, des choses un peu en dehors des sentiers battus. Alors les essentiels touristiques d'abord. Alors bien évidemment l'essentiel touristique pour moi il est dans l'hypercentre, il est dans la Calle Gran Via qui est un peu l'équivalent des Champs-Élysées et qui pour le coup va vous permettre finalement de découvrir la Plaza del Sol, la place du Soleil, la place Mayor, le Mercado San Miguel. Je pense que le gros point de départ finalement d'une visite touristique à Madrid, c'est vraiment la Gran Via, parce que ça permet de voir les vrais incontournables et puis ensuite d'avoir différentes options en fonction de l'expérience qu'on a envie de vivre. Il y a le barrio qui touche vraiment l'hypercentre de Madrid et qui s'appelle la Latina, où là on va pouvoir très rapidement en quelques dizaines de mètres basculer du centre vraiment touristique vers un quotidien beaucoup plus espagnol. Donc c'est le quartier de la Latina qui offre vraiment des vrais tapas espagnols et la vraie vie espagnole, et avec son fameux marché du dimanche qui s'appelle El Rastro, qui permet de faire des bonnes affaires tous les dimanches matins. Alors un petit conseil, y aller très tôt, parce qu'effectivement, ça regroupe énormément de personnes. Et donc, c'est tous les dimanches à la Latina. Très tôt, c'est quoi exactement ? Alors, c'est très tôt en Espagne. Peut-être qu'on en parlera un petit peu après, mais c'est vrai que les Espagnols ont une vie un peu décalée. Très tôt, j'ai envie de dire 10 heures. Ça me va. Et puis ensuite, si on a envie d'une expérience peut-être plus aboutie en termes de visite historique, etc., depuis Gran Via, on peut pourquoi pas basculer sur le Palais Royal, qui est vraiment magnifique. Hein. Il ne faut pas oublier que l'Espagne, c'est un pays où il y a la monarchie, et puis le Templo de Bod, où en fait on a un vestige égyptien qui a été offert par l'Égypte en son temps et qui permet d'assister au plus beau des couchers de soleil madrilènes. Ce qu'il faut savoir de Madrid, c'est que pratiquement toute la ville peut se visiter à pied. Oui. On est quand même dans une ville à taille humaine, ce qui permet de pouvoir flâner, se balader et de découvrir, on va dire, l'essentiel de Madrid en se baladant. Donc voilà, autre possibilité, une fois qu'on est dans l'hypercentre, c'est le Palais Royal. Et puis enfin, troisième option, qui est le poumon de Madrid, c'est le parc du Retiro, où on a accès encore une fois en une dizaine de minutes au poumon vert, on va dire, de la ville, qui permet de faire de la barque, de faire des visites, de se balader finalement dans un endroit très très vert, et qui touche aussi un autre quartier qui s'appelle Las Letras, qui était le quartier préféré des écrivains à Madrid, et qui est aussi très joli, avec des rues pavées très inspirants. Donc voilà, pour l'essentiel du tourisme, on va dire, moi je partirais sur ces 4 options-là. Et puis on a aussi des rooftops à foison à Madrid. Alors quand je disais que le plus joli coucher de soleil était au Templo de Bod, ils sont aussi pas mal du tout sur les rooftops madrilènes. Et là pour le coup on a le choix. Dans l'hypercentre on doit en avoir une douzaine. Donc ça c'est aussi hyper sympa. Et puis, je peux forcément faire un petit zoom sur les arènes de Madrid. Alors qu'on soit pour ou contre la tauromachie, ces arènes, effectivement, elles existent. Elles sont aussi dans le centre, et elles peuvent valoir le coup d'œil. Tu parlais de poumon vert tout à l'heure, c'est important. On le sait évidemment qu'en Espagne et ailleurs, il fait de plus en plus chaud, l'été est de plus en plus difficile à supporter. Il y a quand même moyen, à Madrid par exemple, de se mettre à l'abri, d'être dans un petit peu de la verdure, dans des parcs et d'en profiter. Ouais, alors ça me permet du coup je rebondis sur ce que tu dis. Il y a une expression à Madrid où on dit 9 mois d'hiver, 3 mois d'enfer. C'est que très légèrement exagéré. L'été, effectivement, il fait très chaud, il fait très sec. Néanmoins, effectivement, on a différents parcs
notamment le Retiro qui nous permet de respirer un petit peu plus, même si effectivement visiter Madrid l'été, c'est pas le meilleur moment de l'année. Et d'ailleurs, la plupart des Madrilènes fuient la capitale durant les mois d'été pour aller, on va dire, un petit peu plus dans le nord de l'Espagne, là où finalement on respire un petit peu mieux. En Galice, en Cantabrie, au Pays Basque, etc. Alors toi, Circe, quand tu te balades, quand tu as des invités peut-être, ou même quand tu te balades toute seule au quotidien, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Juste flâner comme ça, être en terrasse, comme tu le disais tout à l'heure, ou il y a un endroit vraiment spécifique où tu retournes très souvent? Alors moi j'aime beaucoup flâner. J'ai vraiment adopté le mode de vie espagnol sur mon addiction aux terrasses, parce que finalement au-delà de passer un beau moment, c'est là où la vie sociale se crée et se passe. Donc j'ai pas un quartier de prédilection en fait. Chaque quartier a sa vie, chaque quartier a son empreinte, et en fait en fonction de comment on va se lever le matin et quel est l'objectif finalement, dans quelles conditions on se trouve, on va pouvoir choisir un quartier différent dans Madrid. Donc, alors bien entendu, il y a des moments et des endroits à éviter. Typiquement, la Plaza del Sol, l'hypercentre le week-end, c'est classique, c'est bondé. Et donc, effectivement, quand j'ai l'occasion, moi, un mardi matin, de pouvoir être libre et me balader, c'est peut-être vers des endroits qui normalement sont bondés que je vais m'orienter. Mais j'ai pas vraiment de quartier de prédilection pour ma part. Et tu parlais d'être en terrasse parce que c'est là où la vie sociale se passe. Qu'est-ce qu'on prend pour se faire plaisir en terrasse à Madrid, côté boisson ou petit plaisir culinaire par exemple? Alors, en boisson, bien évidemment, il va y avoir la sangria. Il faut savoir que l'Espagne est surtout un pays, je trouve, de bière. On voit beaucoup de bière en terrasse. Après, on a le Tinto de Verano, qui est un mélange de vin et de limonade. Alors attention aux oreilles des Français, c'est vrai que ça peut à un moment donné surprendre, mais le Tinto de Verano, c'est vraiment la boisson la plus rafraîchissante de l'été avec la sangria. Après, il faut savoir aussi pour la vie sociale que les Espagnols sont des personnes très accueillantes, mais on s'invite rarement les uns chez les autres. Ça peut surprendre pour un Français, et encore plus, je pense, pour un ch'ti comme moi qui vit la porte ouverte toute l'année. Mais c'est vrai que on rentre rarement dans l'intimité et dans la maison d'un Espagnol de manière générale, qu'on soit français ou autre. Tout se passe vraiment à l'extérieur. Et je pense aussi sincèrement que finalement, c'est le temps, le soleil qui donne aussi des envies de vivre finalement plus dehors que dedans. C'est intéressant parce que je pensais pas que c'était le cas à ce point-là. C'est vrai qu'on le dit beaucoup pour les pays anglo-saxons, mais je pensais que pour un pays latin, l'accueil à la maison était plus courant. Mais en fait, c'est, comme tu disais, plus lié à la météo où on se retrouve tout le temps dehors en fait. Mais il y a énormément de gens dehors très très tard et de tout âge. C'est ce qui peut surprendre, c'est ce qui moi a surpris beaucoup les gens qui sont venus me voir les premières années. Ils étaient extrêmement surpris surtout de voir les anciennes générations finalement prendre l'air et se promener jusqu'à 23h, 23h30 dans les rues. On est vraiment sur un pays qui vit sa vie, pas que sur une chaise, sur une terrasse, mais aussi tout simplement dans la rue. Alors ça, c'est pour Madrid. En quelques mots, c'est pas facile de parler d'une ville comme ça en quelques minutes. Est-ce que tu as des infos aussi sur ce qu'il pourrait y avoir à faire un tout petit peu en dehors de Madrid, la destination week-end par exemple des Madrilènes? Ah ouais, bien sûr, complètement, il y a pas que Madrid, il y a de très belles villes comme aux alentours comme Alcalá de Henares, qui est une ville très très jolie. Il y a El Escorial, il y a Toledo, il y a Segovia, qui au-delà d'avoir une histoire très concrète, ont aussi leur propre gastronomie, ce qui permet de faire un voyage aussi gastronomique dans ces villes-là. Madrid, c'est aussi l'opportunité de pouvoir skier à 1 heure, de pouvoir se promener dans les champs en très très peu de temps. Finalement, Madrid concentre toute son activité et toute sa culture
de manière hyper restreinte et peut offrir l'opportunité de vivre d'autres types d'expériences en très très peu de temps. Et c'est ça qui est hyper agréable à Madrid aussi. Et même question que tout à l'heure, quand toi tu as envie de t'échapper un peu de la ville, tu préfères aller où ? Alors moi, généralement, quand je veux m'échapper de la ville, je vais encore un petit peu plus loin. Je vais un petit peu plus loin. J'adore visiter les petits villages d'Andalousie ou même de Galice. Quand je décide de prendre la voiture ou le train, c'est pour aller un petit peu plus loin qu'aux alentours de Madrid. Ok, parfait. Merci beaucoup, Circe. Cela nous donne un bon aperçu de la ville, un bon premier aperçu. Dans quelques minutes, on va essayer de se mettre dans la peau d'un Madrilène, en quelque sorte, en s'intéressant à la vie sur place, comment bien s'intégrer, à quoi ça ressemble de vivre dans une ville comme Madrid, plein d'autres infos utiles. On va parler emploi, ressources humaines aussi, c'est un monde que tu connais bien. Mais d'abord, c'est le podcast Replay avec notre partenaire la FIAF et Gauthier pour un échange avec l'antenne locale de la FIAF Madrid Accueil. Françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Hablo espagnol, Karine? Si, un poco. Un poco. Karine, qui est une nouvelle madrilène heureuse, on va échanger tous les deux. Tu es présidente de Madrid Accueil. Et si je ne me trompe, c'est l'une des plus anciennes associations du réseau FIAF. FIAF était même pas créé quand Madrid Accueil a commencé il y a 50 ans. Exactement, on a fêté les 50 ans de Madrid Accueil cette année. Madrid Accueil a été fondé en 1973 et c'est l'une des plus anciennes, c'est l'un des plus anciens accueils dans le monde. Alors avant de parler de Madrid, retour à Paris, c'est là tu es originaire de cette capitale française, tu y fais tes études, puis tu travailles pendant 25 ans, tu es responsable com dans la gestion d'actifs dans un grand groupe, ça se passe plutôt bien, logiquement ta vie aurait dû rester une vie de parisienne, tu as un mari et 4 enfants. Mais en 2021, monsieur a une proposition, une opportunité professionnelle à Madrid. Vous aviez prévu de partir, de vivre l'aventure de la mobilité internationale? C'était prévu? Alors, on s'était posé plusieurs fois la question, mais avec les études des enfants, notamment des 2 grands, c'était un peu compliqué. Et puis cette opportunité à Madrid, on s'est dit, c'était un choix de vie. On s'est dit, on le fait maintenant parce que sinon on ne le fera jamais. Donc, ça a été vraiment un choix de vie. Alors, en l'occurrence, les 2 grands-enfants, eux, vivent leur vie, l'un à Paris, l'autre à Amsterdam. Vous êtes partis avec les 2 plus jeunes. Vous arrivez, toi, tu quittes donc ton boulot, tu prends un congé sabbatique d'1 an, il y a le Covid, du coup, les enfants sont à la maison. Le démarrage est pas fantastique. C'est le moins qu'on puisse dire. Le démarrage a été un petit peu compliqué, donc il a fallu trouver ses marques. Tu arrives dans un pays d'accueil, tu parles pas la langue, tu te retrouves à la maison, tu as arrêté de bosser, donc effectivement ça a été un petit peu compliqué. Tu m'as dit, je me suis senti perdu. Oui, je me suis senti, pendant quelques mois, je me suis senti réellement perdue. Et résultat, quand monsieur rentre autour de l'apéro, on parle sérieusement du retour en France? Pas du tout, on se parle même plus. Ah ouais, non, c'était tendu. Alors, plus que perdu, c'était tendu. C'était assez tendu. Ah ouais. Tu regrettais quasiment ta décision. Pas regretté, mais après il y a eu la Covid, donc c'est quand même compliqué. Je savais qu'il y avait des choses à faire, mais il fallait peut-être qu'on laisse passer cette pandémie pour qu'on arrive j'arrive à imaginer d'autres projets. J'avais vraiment envie d'autres projets de vie et il fallait vraiment qu'on laisse passer la pandémie. Et comme le soleil qui se lève à l'horizon, un jour, tu rencontres Madrid Accueil. Ça va beaucoup aider ton intégration dans la capitale espagnole. Ça va changer ton expatriation. Ah bah complètement. J'ai pianoté, j'ai trouvé Madrid Accueil, j'ai été super bien accueillie. Et de là, j'ai vu qu'il y avait des ateliers pour épanouissement personnel et professionnel. J'ai décidé de m'inscrire. Ça a changé beaucoup de choses en moi et en même temps, ça m'a permis aussi d'avoir envie de m'investir dans cette association qui porte l'accueil vraiment avec un grand A et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée dans l'association, aussi bien en tant que bénévole que membre, pour essayer de bénéficier justement des différentes activités. Et depuis 1 an, présidente de l'association. En marge de l'association, tu as recréé ton auto-entreprise. Le fait d'avoir travaillé longtemps et d'être retrouvé comme ça, sans boulot, ça t'allait pas. Il fallait que tu retrouves une activité. Ah mais c'est clair, je peux pas.
En fait, je me suis aperçue au moins une chose, c'est que je ne peux pas être inactive pour mon épanouissement personnel. Hein. Aujourd'hui, il y a 347 familles qui font partie de Madrid Accueil. 120 nouveaux cette année. À mon avis, la présidente doit être fière que cette association soit aussi dynamique. Oui, pas que la présidente, c'est vraiment toute l'équipe. On est vraiment super fiers parce que on reçoit que des témoignages sympathiques, comme quoi on est super énergique et on donne envie en fait aux familles, aux personnes d'adhérer. Alors aujourd'hui, c'est la plus grosse asso de Madrid. Si vous débutez votre expatriation dans cette capitale, contactez-les de notre part. Il y a un site internet qui est très bien fait. D'ailleurs, on va s'intéresser à l'onglet Vivre à Madrid, puisque c'est le sujet du jour. Karine, 1% des habitants de Madrid sont des expatriés français, ce qui en fait à peu près 30 000. C'est quand même pas mal. On a préparé cette interview. Je t'ai demandé les choses qui étaient pas terribles. T'as pas vraiment trouvé... on peut dire que tu t'es bien intégré aujourd'hui. Ah bah complètement. Moi, j'ai plus envie de partir. Pour le moment, notre vie, elle est ici. Après, on verra demain. Mais on est complètement épanouis. Alors, par exemple, on a évoqué un sujet, le début de journée à Paris. On ouvre la fenêtre, on a le ciel gris et le bruit des klaxons. Le décor est différent aujourd'hui. Ah bah là, à l'heure où je te parle, tu vois, je suis devant ma fenêtre et le ciel est bleu et puis j'ai le soleil. Donc, le climat, l'ambiance dans la ville, un réseau de métro très puissant. Tu conseilles d'ailleurs pour se promener dans Madrid de le faire en métro? Ah bah clairement. Moi, dès que je vais me promener à Madrid ou dès que j'emmène des amis ou ma famille pour se balader à Madrid, c'est directement le métro. Et ils adorent tout ça. Ça leur change de leur vie à Paris. Avec le métro parisien, c'est incroyable. Parce qu'en voiture, dans le centre, c'est un petit peu rock'n'roll? C'est pas rock'n'roll parce qu'on arrive très vite à Madrid. Alors, t'as des grandes artères, faut pas te perdre. Mais par contre, pour te garer, c'est compliqué. Aujourd'hui, il faut vraiment avoir des voitures hybrides pour avoir la possibilité de te garer. Tu peux pas passer dans Madrid en direct si tu ne te gares pas dans un parking. Alors, de façon concrète, lorsqu'on débute une expatriation, en arrivant à Madrid, première chose, il faut obtenir son NIE. Ah, tout à fait. Si t'as pas ton NIE, c'est ton numéro d'identité. On te le demande à toutes les sauces. Tu reçois un colis, un courrier, t'as besoin de quoi que ce soit, tu fais une commande sur Internet, tu mets ton NIE. Donc ça, c'est la priorité. Et puis aussi aller s'inscrire au consulat. Trop peu de Français qui vivent en mobilité internationale pensent à le faire. On l'a vu pendant le Covid, c'est quand même extrêmement pratique de le faire, donc n'oubliez pas. Ensuite, dans quel quartier on va s'installer? Là où il y aura le plus de Français, tu nous conseilles où? Alors pour les familles et avec des enfants, nous, il faut s'installer. Souvent, les familles s'installent dans le quartier du LFM, du lycée français de Madrid, ou aux alentours, parce que le quartier centre du LFM, les locations sont très chères. Donc on essaie de trouver un métro à proximité. Et puis effectivement, moi j'ai de plus en plus de familles qui veulent vivre dans le centre de Madrid, ou même qui vont plus loin dans des quartiers un peu plus excentrés mais qui sont très bien, comme la Moralera. Sinon, le quartier dont on t'en parlait, c'était Conde de Orgaz. Conde de Orgaz. Orgaz. Justement, la langue, t'es arrivé en Espagne, tu ne maîtrisais pas l'espagnol. Comment ça va au bout de quelques mois? C'est facile de l'apprendre? C'est facile de l'intégrer? Alors, facile de l'apprendre, il faut prendre des cours. Surtout que on se retrouve quand même beaucoup entre francophones. Et du coup, c'est hyper important de prendre des cours. Nous-mêmes, au niveau de Madrid Accueil, d'ailleurs, on a lancé depuis l'année dernière des cours d'espagnol. On a une bénévole qui est top, qui nous fait des cours d'espagnol. Et j'ai d'autres bénévoles qui nous font des cafés en espagnol pour faire de la discussion en espagnol. Et de plus en plus, on essaye de créer justement des activités en espagnol, que ce soit culturelles ou autres, pour pouvoir parler la langue. Ça, c'est super important. C'est justement pour que ces 1% de Français expatriés à Madrid s'intègrent bien qu'il faut qu'ils parlent la langue. Clairement. Et puis de toute façon, il faut faire des efforts. Il suffit que tu essayes de parler, avec le sourire, tu leur demandes même de te corriger, ils te corrigent avec grand plaisir. Donc, allez, faut y aller.
Karine, ma dernière question, si je viens là te retrouver aujourd'hui, quel est l'endroit que tu vas me faire visiter, qui est pas forcément l'endroit le plus touristique de tous, mais qui t'a le plus surpris ou que t'aimes le plus à Madrid? Moi, j'aime beaucoup de choses à Madrid. Alors, j'aime tout. Moi, j'aime les cafés, j'aime les sorties, j'aime les quartiers comme Lavapiés, j'aime le Retiro. Me balader dans le Retiro, j'aime tout, c'est compliqué les musées. Si je dois te parler d'un musée, parce qu'on parle souvent de la Reina Sofia et du Prado, moi je t'emmènerai au musée Thyssen ou au musée Sorolla. Voilà, il y a tout à voir à Madrid. Alors, d'ailleurs, sur le site, on vous dit vivre à Madrid, n'hésitez pas, on vous fait la totale sur tous les quartiers, les musées. Faut dire que le climat, la culture, le coût de la vie, la distance, la proximité avec la France aussi, qui permet de rentrer facilement. C'est justement pour ça que le slogan de votre association est faire de votre vie madrilène une expérience unique. Si vous débutez l'aventure, contactez toute l'équipe de Karine Gauthier. C'est Madrid Accueil qui sera là pour vous. Merci beaucoup, Karine. Tu salues toute l'équipe de notre part. Merci, Gauthier. Oui, je les salue. À très bientôt. Salut. Vous vivez dans une ville que vous aimez? Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr. Ok, c'est la dernière ligne droite déjà de notre balade à Madrid dans ce podcast de la série Vivre à, donc Vivre à Madrid forcément. C'est un moment que j'affectionne particulièrement parce qu'il s'agit souvent de passer de l'autre côté, vous savez, de franchir une étape, de se transformer en habitant de la ville comme si on y était. Circé Delisle est notre guide cette semaine et ton expérience de 7 ans sur place nous est précieuse pour maintenant découvrir un peu plus la vie sociale. Comment ça se passe à Madrid à ce niveau-là? Comme je le disais, tout se passe à l'extérieur. Ouais. Il faut aimer prendre des cafés et la vie sociale, comme je disais, les Espagnols sont très accueillants. Alors bien entendu, il faut quand même démontrer un certain intérêt pour la culture du pays d'accueil, une certaine curiosité. Et puis ça passe forcément par l'apprentissage de la langue. En plus, l'espagnol est une langue assez facile à apprendre, mais c'est là le piège finalement où on pourrait facilement se retrouver entre Français ou même penser que notre anglais va suffire finalement pour se débrouiller et ou s'intégrer. Et moi, c'est vrai que j'insiste très souvent sur l'apprentissage de l'espagnol qui permet de vivre encore plus l'Espagne et de l'aimer finalement. On dit souvent que Madrid est beaucoup moins international que Barcelone, c'est vrai ou pas ? Beaucoup moins français peut-être. Moi j'ai vécu 6 mois à Barcelone, alors effectivement c'est très international. Je ferai pas forcément la comparaison. Je pense qu'il y a beaucoup de représentations de différents pays aussi à Madrid et que c'est une ville au même niveau en termes de communauté internationale que Barcelone. Mais effectivement, typiquement en termes de communauté française, il y a beaucoup plus de Français à Barcelone qu'à Madrid. Ça c'est sûr. Alors, si on parlait maintenant de quelque chose de très connu, évidemment, là-bas, des horaires décalés. Alors moi, je me souviens, lorsque j'habitais à Londres et que je rencontrais des Espagnols, le réflexe de ces Espagnols était souvent de dire, mais quand la vie s'arrête chez vous, ça commence chez nous, quoi, en fait. Oui, c'est très particulier. J'avoue que notamment sur les horaires de déjeuner, de dîner, j'ai encore du mal au bout de 7 ans à m'habituer, mais on va dire que la journée démarre à 9h, mais elle va s'arrêter dans un premier temps pour déjeuner à 14h, pour reprendre vers 15h et s'arrêter vers 19h à peu près. Et puis le vendredi, alors dans la grande majorité des cas, à 15h, on s'arrête de travailler et on démarre le week-end. Et ça, c'est vrai toute l'année ou l'été, ça change, par exemple, pour éviter d'être dehors au plus chaud de la journée ? C'est tout à fait ce que j'allais effectivement dire. On a des exceptions entre le 15 juin et le 15 septembre où la grande majorité des entreprises qui peuvent se le permettre font des horaires intensifs et donc où ils font démarrer leurs horaires de travail à 8h pour finir à 15h, sans pause, avec quelques minutes de pause bien évidemment, mais on appelle ça l'horaire intensif. Et donc ça permet de s'éviter la grosse chaleur au travail durant l'après-midi.
Très bien, on va s'attaquer maintenant à un domaine que tu connais parfaitement, puisque tu viens professionnellement du monde des ressources humaines. Donc l'emploi, travailler dans un bureau à Madrid, en Espagne, de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que tu as noté des différences? Qu'est-ce que tu as envie de communiquer à quelqu'un qui voudrait débarquer à Madrid prochainement et y travailler? Oui, alors effectivement, c'est après mes quelques années en ressources humaines, tant en France qu'en Espagne, c'est un sujet que je maîtrise particulièrement. Déjà, je pense, mon premier conseil, c'est de venir avec un projet professionnel solide ou des économies. Il faut savoir que le chômage, il est assez élevé en Espagne. On parle de environ 11-12%, que le salaire minimum, il est bas. Il y a très peu d'aide, voire aucune aide sociale. Et donc, voilà, pour moi, il faut avoir un vrai projet pro ou des économies, le temps, effectivement, de se lancer professionnellement. L'Espagne, pour moi, c'est encore une fois un pays de réseau. L'espagnol marche à la confiance et donc à la cooptation. Et donc moi aujourd'hui j'ai créé une association qui accompagne au développement professionnel les francophones en Espagne, donc aussi bien les entrepreneurs que les salariés. Et je sais à quel point finalement la différence culturelle professionnelle, elle peut être assez déroutante. Je m'explique. Quand on cherche un emploi, même si on a un très beau CV, il est fort probable que lorsqu'on l'envoie, on ne soit pas appelé. Parce que l'espagnol va toujours privilégier le réseau et du coup la cooptation d'une personne de confiance plutôt qu'un CV qui remplisse 100% des critères. Et donc ça, je le note au quotidien parce que je suis des francophones dans leur rebond professionnel, ça peut être extrêmement déroutant. Donc encore une fois, faire des relations sociales, aller dans des networking drinks, dans des business clubs, dans des événements qui finalement vont permettre de rentrer dans le jeu des Espagnols, faire de belles rencontres qui nous permettront finalement de pouvoir rebondir plus facilement et plus rapidement au niveau professionnel. Ça, c'est vraiment le gros conseil que j'ai à donner. Et je fais une petite parenthèse. Comment s'appelle ton association? Comment peut-on la contacter? Il y a un site web, par exemple? Oui, complètement. Mon association, elle s'appelle Mazet. Et pour la trouver, il suffit de taper Associación en espagnol, Associación Mazet. Et donc, vous allez facilement me trouver, nous trouver et voir comment on peut vous accompagner à rebondir, aussi bien les entrepreneurs que les salariés, avec grand plaisir. Ça concerne toute personne qui a une ambition professionnelle, que cette personne soit d'ailleurs dirigeant, sans emploi, jeune start-upper ou moins jeune entrepreneur, ça concerne tout le monde. Moi, je pense sincèrement, je suis pour une intégration en Espagne, une intégration sincère, poussée. Je pense que le gros risque, c'est de rester dans une communauté francophone qui coupe finalement toutes les possibilités. Ouais. Alors attention, moi aussi, j'ai mon petit cercle d'amis francophones à Madrid. Je pense qu'il faut savoir trouver le juste équilibre. Quand on arrive, je pense que c'est important quand même de compter sur sa propre communauté pour pouvoir ensuite élargir son cercle et son réseau. Et typiquement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, rejoindre Mazet ou toute autre initiative finalement pour se faire des contacts et pour élargir le réseau, pour moi c'est primordial. Et fonctionner de cette façon, en réseau, donc en quelque sorte, comme on disait, je ne sais pas si tu connais bien le reste de l'Espagne à ce niveau-là, mais c'est propre à Madrid ou c'est l'Espagne en général? C'est l'Espagne en général. Typiquement, hier, j'ai organisé un webinaire sur la culture entrepreneuriale espagnole où je proposais à mes membres d'en savoir un petit peu plus pour booster leur carrière ou leur business. Et donc, c'est un professionnel espagnol qui est intervenu lors de ce webinaire et c'est son premier conseil. C'est faire des rencontres. Et Dieu sait que c'est facile finalement en Espagne. Donc, il faut encore une fois rentrer dans ce jeu-là et sortir et prendre des cafés. Et c'est pas forcément désagréable. Donc, Et on est bien d'accord, on parle de réseau, comme tu viens de le souligner, réel, face à face. On parle pas d'une connexion LinkedIn. Hein. Ah non, surtout pas. Au contraire, ça ne marche pas. Autre chose que tu voulais souligner par rapport à ce domaine de l'emploi que tu connais bien, pour encore une fois quelqu'un qui débarquerait sur place dans le but d'y travailler?
Oui, complètement. Alors, il faut savoir que les job boards les plus performants sont LinkedIn, que tout le monde connaît, et InfoJobs, qui est espagnol. Après, les codes du CV, des entretiens restent les mêmes qu'en France. On a de plus en plus de demandes de maîtrise de l'anglais, même si finalement il est peu utilisé. Mais ça reste quand même un prérequis pour l'ensemble des entreprises qui recrutent à Madrid et en Espagne. Et pour terminer sur ce chapitre emploi, entre guillemets, au sens très large, on parle aussi un petit peu d'entrepreneuriat que tu connais bien, et il y a des infos assez importantes, assez spécifiques à connaître, je crois. Oui, complètement. L'entrepreneuriat en Espagne, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut venir avec un vrai projet béton, voire des économies. Pour l'instant, en tout cas, l'entrepreneuriat coûte cher. En Espagne, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut forcément prendre en compte si on vient en Espagne dans le but de lancer une première idée. C'est très simple en fait. Au bout de 2 ans d'entrepreneuriat, que tu gagnes 10 € par mois, 100 € par mois ou 500 € par mois, tu as des frais fixes de 300 € à débourser. Et donc moi, à chaque fois, j'attire l'attention sur ce détail qui n'est finalement plus un détail, parce que ça reste quand même une certaine somme. Il faut savoir qu'on ne part pas en Espagne pour échapper à une certaine pression fiscale ou pour les impôts, etc. On part pour un mode de vie, on part pour la richesse de la culture, on part pour énormément de choses, mais je pense que tant pour l'emploi que pour l'entrepreneuriat, il faut aussi avoir tous les tenants et les aboutissants, et aussi tous les avantages et les désavantages de se lancer dans une vie professionnelle espagnole. Donc, c'était important pour moi d'en parler. Non, mais c'est une bonne chose d'avoir fait un gros chapitre emploi au sens général. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on fait à chaque fois, mais lorsqu'on a une spécialiste sous la main, autant en profiter. Et puis, de toute façon, souvent, quand on s'expatrie, sauf rares exceptions qui ont beaucoup de chance, il faut travailler. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Circe, de nous avoir permis de découvrir Madrid un peu autrement, une ville super proche de la France, finalement, mais forcément très différente. C'est un peu enfoncer une porte ouverte de dire ça, mais bon, c'est le cas, et c'est toujours bien de le savoir avant de partir. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite de ta vie là-bas, qui va durer longtemps encore, ou tu as des envies ou des projets de partir ailleurs prochainement ? J'ai pour projet de lancer différentes antennes de mon association dans différentes villes d'Espagne, parce qu'il y a beaucoup de francophones à aider, et donc rendez-vous le 18 avril à Malaga pour le lancement de Mazet Malaga. Ce sera ma prochaine étape. D'accord, très bien. Plein de bonnes choses, et bonne chance pour cette nouvelle étape. Et encore merci de nous avoir baladés au bon sens du terme dans Madrid. Merci beaucoup, Olivier. Merci. Eh bien bravo, vous êtes prêts, ça y est, prêts à faire votre valise, prêts à vivre quelques-unes de vos plus belles années à Madrid. Allez savoir, prêts à vous expatrier là-bas. En tout cas, c'était le but de cet épisode, vivre à Madrid. J'espère qu'il a été atteint. Merci de l'avoir écouté et bon voyage. Et pour info, il y a plein d'autres raisons de partir sur notre site web françaisdanslemonde.fr. À très vite, bye. Retrouvez Vivre à en replay sur le site de votre radio. françaisdanslemonde.fr